Ça fait des oui. Ça fait des oui, on dirait, donc c'est bon. OK. Et on t'entend, Laurent. Ah, c'est bon, merci Nicolas. Alors, je vais aussi partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? C'est bon? Je peux juste mettre quand même ça un peu en bas. Voilà. Voilà. Alors, bonjour à tous. Rapide présentation. Donc, je m'appelle Laurent Perriard. Je suis enseignant à l'école d'ambulanciers. Christophe, tu veux te présenter ou... Non, non, vas-y. Non, ouais. Et puis, donc, voilà, on vient vers vous, ou en tout cas dans cette communication, afin de partager des préoccupations ou des potentiels développements sur deux analyses de pratique, une en e-learning et une en présentiel dans l'enseignement supérieur professionnel. Donc, ce qu'on vous présente ici, c'est le travail de nos deux institutions, tant les SASUR qui s'occupent de la formation professionnelle des ambulanciers, et puis les aspects recherche, plutôt Christophe, donc plutôt la HEFP. Donc, les deux dispositifs qui nous intéressent et qu'on essaye d'un peu étudier et comprendre, c'est ces deux dispositifs-là. Donc, sur la gauche de votre écran, ça concerne une formation à distance de type auto-formation, en formation continue pour des intervenants préhospitaliers. Et puis, donc ça, c'est la fameuse formation qui est vraiment purement à distance, 100% à distance. Et puis, l'autre dispositif, c'est un dispositif qui s'insère en présentiel dans la formation des éducateurs de l'enfance. Alors, ce n'est pas à Genève, c'est à Yverdon. Et puis, voilà, les thématiques, c'est d'un côté le raisonnement clinique surtout, donc pour les métiers du soin et les métiers, tout ce qui est médecine, généralement, c'est un aspect important. Et puis, pour les éducateurs de l'enfance, c'est une approche sur la gestion des risques et des dangers dans leur environnement de travail, donc quand ils seront plus tard dans leur environnement de travail avec les enfants. Ça passe les deux dias en même temps. Voilà. Donc, en discutant de ces deux formations, en les créant, en les pensant, en travaillant dessus avec mes collègues, on voit qu'on se situe toujours entre deux pôles. D'un côté, vraiment la dominante prescriptive, qui est parfois difficile à quitter, notamment en formation à distance, qui est difficile à quitter vers une formation plutôt d'autonomie, d'émancipation, voilà, autodirigée par les apprenants. Et puis, si je fais un lien avec les théories de la motivation, quitter ces motivations extrinsèques par envie, par peur de la sanction ou uniquement l'envie de faire mieux que les autres, mais rentrer dans des dimensions de motivation où on s'identifie à la tâche, où la motivation devient ou identifiée, voire carrément intrinsèque. Donc, en tant que formateur, c'est vrai que on a, en tout cas, les personnes avec qui je travaille, on a vraiment toujours envie, on réfléchit toujours comment développer quelque chose et se diriger vers la direction d'émancipation, l'autonomie des étudiants. Donc ça, c'est une vraie motivation de formateur. Et c'est dans ce cadre-là qu'on vous présente ces deux dispositifs. Ils se basent aussi sur des expériences passées de formation à distance. On a tous vécu une période covidienne assez intéressante pour les formations à distance. Et on s'est aussi interrogé avec Christophe et en l'occurrence Fabrice. Qu'est-ce qu'on avait pu tirer finalement de ces formations à distance, surtout au niveau engagement des étudiants, c'était vraiment la question.
Alors, bien sûr, il y a une partie des étudiants qui ont plutôt tendance à décrocher, qui ont plutôt tendance à se mettre de leur côté, mais il y avait aussi une partie des étudiants pour qui le gain de liberté était intéressant. Et finalement, on s'est posé la question, comment profiter de ce gain de liberté sans que les gens se sentent abandonnés, et puis que ça soit d'abord à distance, parce que les questionnements sont venus de la période Covid, mais après, on s'est demandé aussi finalement comment garder la distance en classe quand ils reviendront en présentiel pour garder ce gain de liberté, cette autonomie, une motivation un peu extrinsèque, mais où les gens s'identifient à la tâche par leurs propres valeurs ou intériorisent les valeurs des tâches qu'on leur demande. Et puis, on s'est un peu penché sur le sujet. Donc, c'est pour ça qu'on a ces deux versions. On a une version du dispositif qu'on va vous présenter qui est à distance et un autre en présence, parce qu'on a finalement testé la distance en présence. Et puis, tout se base sur le modèle expectancy value, donc expectancy pour espérance de réussite de la tâche qu'on propose aux étudiants et value pour la valeur de la tâche, enfin, la valeur qu'ils accordent à la tâche qu'ils vont faire, qu'ils vont réaliser ou qui leur sera proposée. Et puis finalement, comment proposer des activités ou des jeux d'apprentissage. Donc, en termes de valeur, en termes de valeur perçue par les étudiants, perçue comme utile, importante, intéressante, qui vont susciter la décision de l'étudiant de s'engager dans l'activité. Alors, j'ai mis sur la diapositive un billet de 50 francs. Tout ça pour dire aussi qu'on a quand même la contrainte financière, parce qu'effectivement, plus on lit de choses au sujet des jeux, on parle beaucoup de réalisme, on parle beaucoup de l'importance de plein de facteurs dans le jeu pour immerger la personne dans un jeu, mais finalement, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours du formateur, on est quand même un peu limité au niveau financier. Donc, c'est comment faire pour proposer ces activités, travailler tant sur la valeur perçue que l'espérance de réussite, avoir un cadre où l'autodétermination est présente, où la liberté spatio-temporelle est présente pour l'étudiant, que ce soit en formation à distance, voire en présentiel. Et puis, ce lien entre le jeu, mais pas que le jeu, aussi un lien avec l'activité professionnelle pour qu'ils y voient une vraie valeur, pour qu'ils puissent instrumentaliser la tâche ou l'activité qu'on leur demande. Alors, en se positionnant sur le maître du jeu, on est un peu, on navigue, on va dire, dans une rame. On est tantôt un peu fiction réelle, vous verrez ça quand je vous présenterai le dispositif, et puis on est un petit peu dans l'expérimentation et la découverte, la curiosité. Et puis, pourquoi fiction réelle? Parce qu'on a simplement travaillé avec des images 360 degrés pour se rapprocher des activités professionnelles et puis tenter d'immerger les participants, les étudiants dans leur activité. Et si on reprend quelques notions de définition, on retrouve les intentions sérieuses du jeu, donc le jeu sérieux, et on retrouve certaines notions ludiques, donc comment utiliser ces notions-là, mais surtout pour promouvoir un aspect utilitaire, un aspect engageant de l'étudiant. Alors là, je vais vous faire la démonstration. Alors c'est là qu'on va voir comment ça se passe. Oui, je pense que vous voyez mon navigateur. On va juste jeter un petit coup d'œil si tout le monde voit mon navigateur. C'est bon? Okay. Ah ouais, super. Alors, je vous présente rapidement l'environnement. Donc, juste pour rappel, le temps que ça charge, donc
c'est une formation ça c'est la formation à distance, en pure auto-formation, pour des intervenants préhospitaliers, donc s'entraîner à des prises en charge en fonction de connaissances, métiers à mettre en œuvre. Donc, on rejoint un peu Jennifer, pardon. Ce que Jennifer disait avant, c'est mettre en œuvre des ressources dans une tâche professionnelle. Alors, voilà, là, je vous montre l'environnement et en fait, ça représente une scène d'intervention où les intervenants vont devoir chercher des informations exactement de la même manière qu'ils le feraient en intervention, se cache dans la scène une certaine quantité d'informations qui sont utiles ou contre-productives pour résoudre la situation. Donc, il y a des informations pertinentes et des informations non pertinentes. À eux, exactement comme dans la vraie vie, de les trouver. Et puis, ils peuvent avoir absolument toutes les indications qui sont nécessaires à une prise en charge. Alors, ils ne peuvent pas dialoguer avec la personne. Hein. Par contre, ils vont pouvoir cliquer sur différents items et puis, par exemple, ici, découvrir que la patiente est triste car elle est allergique au chat. Alors, est-ce que c'est pertinent ou pas dans sa situation par rapport à la plainte principale qu'elle a? C'est l'avantage du numérique, on peut mettre du son, donc on peut simuler les auscultations pulmonaires, etc. Voilà un petit peu pour l'environnement. Maintenant, il faut que je retourne ici. Voilà. Et on a un environnement un peu similaire pour la formation en présentiel. Je te laisse la place. Alors, très rapidement, la partie méthodologique, on a eu 39 étudiants qui ont fait la formation initiale donc pour les éducateurs et éducatrices, et puis 24 participants qui ont fait la formation continue sur la prise en charge du patient, enfin, en l'occurrence de la patiente qui était souffrante et allergique au chat. Et on a eu ces 63 personnes qui ont participé, et puis on a utilisé un questionnaire basé sur un questionnaire qui existait déjà pour voir dans quelle mesure les personnes étaient engagées dans les tâches, dans ces jeux qui sont très proches des escape games dont parlait Jennifer tout à l'heure, hein, avec une image 360 et quelque part, il faut réussir à en sortir en résolvant la mission qui nous a été attribuée. On a eu deux niveaux d'analyse. On est bien sûr de l'analyse exploratoire pour le moment. Hein, c'est les premiers tests, et puis le questionnaire, on va le faire évoluer pour qu'il réponde mieux à nos préoccupations et à nos intentions. Mais une partie qualitative où on a été regarder les commentaires que faisaient les personnes, avoir un peu les retours aussi à chaud, et puis une deuxième partie plus quantitative que l'on a fait petit coup de pub là, avec un petit logiciel PSPP pour ceux qui aiment la statistique. PSPP, c'est le pendant de SPSS, mais en version gratuite. Ça ne fonctionne pas tout à fait aussi bien pour les mises en page, etc., mais c'est bigrement efficace et surtout, c'est libre de droit. Donc, une petite partie d'analyse quantitative également. Voilà, je vous présente rapidement quelques éléments. Merci. Donc, le questionnaire, il est fait, il est conçu par les auteurs pour essayer de voir dans quelle mesure les personnes, quand elles rentrent dans les jeux, elles sont engagées, elles sont prises à l'intérieur, elles ne voient plus le temps passer. Hein. Jennifer nous disait avant, je baigne un peu là-dedans. Hein. Dans quelle mesure, si on leur propose une activité 360, les personnes se sentent engagées et persistent à essayer de trouver la solution dans cette activité. C'est en tout cas dans ce sens-là que le questionnaire que l'on a utilisé a été conçu. Alors, peut-être assez rapidement, là, on est sur de l'analyse descriptive et sur 3 variables que j'ai pris juste comme exemple pour bien montrer. On avait
il y avait 22, 23 questions différentes, hein, 22 ou 23 variables différentes, mais là, juste une ou deux pour vous montrer ce que on peut voir. Donc, la première variable à gauche, c'est est-ce que les personnes qui ont suivi ces cours ont trouvé que le contenu était intéressant. Puis, on voit que, alors, vous avez en jaune les parties de réponse par les personnes, et puis la petite ligne noire qui est la courbe de normalité. Donc, normalement, les réponses devraient être par rapport à cette courbe, et comme on voit qu'il y a un gros décalage du côté du 7, du 8, c'est que les personnes qui ont suivi ce cours ont majoritairement trouvé le cours, enfin le contenu du cours très intéressant. La deuxième image, ça c'est typiquement une question qu'on va essayer de modifier dans la suite, mais on voulait laisser le questionnaire comme il était au départ. C'était une question qui était un peu pour vérifier que les gens ne répondent pas complètement par hasard, et puis la question est tournée négativement, donc c'était le contenu de ce cours ne m'est pas utile personnellement. Et puis là, alors, si le contenu du cours est utile, on doit avoir un gros paquet sur le 0,1. Mais vous comprenez bien, cette question formulée avec une négation, elle rend les choses un petit peu compliquées. Et finalement, les variables qui avaient des négations, on n'a pas trop osé les utiliser. Et puis, le troisième petit graphique, c'est est-ce que ce qui m'était proposé est en lien avec mon activité professionnelle? Et là, on voit également une réponse très positive pour la majorité des répondants. Donc ça, c'est une petite partie descriptive, c'est déjà bien rassurant de se dire, ils voient le lien avec le contenu et puis ils trouvent ça utile et intéressant. Ensuite, on a essayé de faire une comparaison entre les deux groupes. Donc, il y a un groupe qui s'est formé à distance et un groupe qui s'est formé en présentiel. Le groupe qui était à distance, c'est le groupe qui fait de la formation continue, donc des ambulanciers déjà diplômés et reconnus et en activité. Et puis, le deuxième groupe, l'autre cours, c'était un cours en présentiel avec des personnes qui sont en formation initiale et donc qui ne travaillent pas encore, mis à part les parties de stage qu'ils ont dans leur formation. Alors ici, on peut dire qu'en formation continue, les gens sont déjà formés, ils semblent se sentir plus capables, mais ils ont moins d'intérêt et les apprentissages visés ont moins de valeur à leurs yeux. Donc ça, c'était un premier élément. Alors bien sûr, enfin avec le partage d'écran, peut-être que c'est lisible parce que vous l'avez en plein écran. Donc, vous avez ici, tiens, je peux beaucoup habituer à Mac. Vous avez ici, je vais déplacer cette barre là, voilà, comme ça. Vous avez ici le test qui a été fait. Alors, sur toutes les variables, hein, c'est un T de student pour voir si entre les résultats aux différentes variables du groupe, chaque fois en présence ou du groupe en ligne, s'il y a une différence. Donc, vous avez les moyennes ici. Par exemple, je contrôle la situation. On a une moyenne de 5,44 pour les personnes qui étaient en ligne. Ce n'est pas ça que je vais faire là. Et par contre, 4,88 pour les personnes qui étaient en ligne et 5,44 pour le présentiel, pardon. Mais par contre, c'est des différences qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas significatives. J'ai mis une petite étoile chaque fois que la différence était significative. Alors, si on le veut bien, on peut remarquer que finalement, les personnes qui sont en formation continue se sentent plus capables, mais la différence n'est pas significative. Par contre, elles se sentent moins intéressées par le contenu, et ça, c'est significatif. Et cet élément-là nous a pas mal interpellés. On a beaucoup discuté ensemble et c'est ce qui va nous faire continuer nos travaux. Donc ça, c'était les éléments qu'il y a entre la différence entre le groupe FOCO, formation continue, et le groupe formation initiale, ou le groupe en présence et le groupe à distance. Et puis, après, on a fait une analyse de corrélation, là aussi de manière très exploratoire. Donc, on a fait ce qu'on aime bien s'amuser à faire quand on commence à toucher des données statistiques, puis à voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Hein. On a rentré toutes les données, les 22 données qu'on a mis en corrélation pour voir s'il y avait des dimensions de significativité. Il n'y avait pas d'hypothèse posée au départ. Hein. C'est juste pour débroussailler un petit peu le terrain et continuer à prévoir la suite de notre travail. Et là, on a vu que l'utilité pour la profession et lien réel avec l'activité professionnelle sont les deux éléments corrélés avec l'intérêt que représente le contenu de la formation et avec l'impression que échouer à l'examen serait grave. Alors, échouer à l'examen serait grave, mais ça ne veut pas dire que les gens ont dit que ça leur faisait peur d'échouer. Donc, ils n'avaient pas peur de l'examen, mais ils se disaient, si jamais j'échoue à l'examen, ce serait quand même assez grave. Et maintenant, ce qui est assez grave, c'est qu'il n'y a personne qui gère le temps pour moi.
Oui, je suis en retard, je sais, je parle toujours trop et beaucoup trop longtemps. Et puis, pour faire cette démonstration, en fait, je devrais changer mon fond de couleur et puis il devrait être rouge maintenant sur l'autre ordinateur. Pour représenter ça, on a regardé un petit peu sur une série de variables que vous avez ici, lesquelles semblent corrélées avec les autres. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'intérêt du contenu, il est corrélé de manière significative seulement avec le fait que les gens trouvent que ce que l'on apprend, c'est utile pour la profession, c'est lié avec mon activité professionnelle. Et pour nous, ça, c'était vraiment intéressant de mettre en lien ces deux éléments parce que l'intérêt pour que les personnes aient envie d'aller apprendre, c'est vraiment ce que l'on essaie de chercher dans cette démarche d'autonomie et d'émancipation, qu'ils aillent vers la formation parce que ça les intéresse et parce qu'ils la veulent. Et puis les deux seuls facteurs qui sont là, c'est le fait qu'ils voient que c'est utile, les éléments de bien-être, les éléments de je ne vois pas le temps passer, les éléments de je me sens capable, qui pourraient être aussi des éléments qui rentrent en jeu dans un jeu, justement, ne sont pas ressortis comme des éléments significatifs. Je repasse la parole à Laurent. Voilà. Tu dois rattraper mon retard. Comme ça, tu vas pouvoir changer ton fond d'écran. Et puis, donc voilà, donc, la partie statistique, la partie aussi un peu analyse des commentaires qui ont été faits. On retrouve finalement un petit peu ce que l'analyse statistique donne un petit peu comme ça de manière exploratoire. On voit qu'en formation initiale, ça permet, en tout cas, ce qui semble ressortir, c'est que les étudiants arrivent à conscientiser ou comprendre les enjeux de leur métier, c'est-à-dire ils s'imaginent plus tard dans leur lieu de travail et ça les aide. En formation continue, finalement, on remarque aussi qu'il y a le mot « s'entraîner », donc ça veut quand même potentiellement dire que s'entraîner égale je vais essayer de faire mieux et m'entraîner pour faire mieux dans le terrain. Et puis, ça se rapproche de cas simulés. Donc, à distance, on arrive à se rapprocher de cas simulés qui ça, est utile pour le terrain. Et puis, donc, pour terminer, les pistes à creuser. Et revenir sur cette notion de coût de création de formation par rapport au côté ludique, à la création d'environnements compliqués, etc. Finalement, j'aurais envie de dire que ce qui est important, c'est de rendre attrayant ce qu'on propose. Et puis, voilà, on est les deux. Et puis, dans les discussions que l'on a en ce moment, finalement, oui, tu peux laisser. Finalement, c'est de se dire, rendre attrayant, est-ce que c'est rendre ludique ou rendre attrayant, est-ce que c'est rendre utile? Et puis, les réponses nous donnent à penser, alors bien sûr, l'échantillon est très petit, mais les réponses nous donnent à penser que ce qui est vraiment attrayant pour le public qui nous concerne, c'est pas tant la dimension jeu, escape game, jeu à 360, technologie, mais c'est plutôt cette information, elle est utile pour ma profession et je vais donc, puisque c'est utile, rentrer moi-même dans le jeu. Et il y a quelque chose du moi-même, quelque chose du proactif qui nous intéresse, tu peux changer. Et si Jennifer tout à l'heure avait une photo avec Arnold Schwarzenegger, nous on s'est inspiré de Mel Gibson, peut-être que vous reconnaîtrez ce que pensent les femmes derrière cette petite image. Et on a eu envie justement de se dire que finalement, le public qui nous concerne, ici, les ambulanciers en fonction ou les futurs ambulanciers, ils veulent jouer pour de vrai, ils veulent du sérieux. Et puis, c'est un petit peu quoi qu'on leur propose, du moment qu'ils arrivent à trouver du sens dans l'activité qu'on leur propose et qu'ils peuvent rentrer dans le jeu, ça en devient un serious game pour eux. C'est assez intéressant et dans les débats que l'on avait ensemble, c'était de se dire finalement, on met beaucoup d'énergie à essayer de faire des jeux sérieux, on met beaucoup d'énergie à essayer de faire des jolis jouets pour les enfants, puis vous le savez tous, nos enfants, quand ils sont devant un bâton comme celui-ci, c'est un vaisseau de Star Wars, c'est une épée, c'est une écaille de dragon, peut-être si vous le regardez un peu à droite, vous voyez un œil, c'est un sanglier qui sort en courant de la forêt, et puis ça, c'est toute la dimension du jeu, que l'on aimerait peut-être essayer de retrouver en se disant finalement, ce n'est pas tant un scénario qu'on veut proposer aux personnes, mais c'est plutôt
un espace de jeu ou un outil de jeu ou carrément un jouet qui permet l'entraînement et qui permet de travailler avec les dimensions qu'on leur propose. Voilà, et on souhaitait terminer pour un petit clin d'œil à Alexandre et Nicolas en se disant, on a commencé ce travail en se disant, on ne sait pas trop si on est dans une station, dans l'autre, ou s'il faut remettre une station supplémentaire entre deux. Et en fin de discussion, on était avec Laurent à se dire, mais finalement, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de ne pas avoir de station de métro et de se dire que dans ce jeu, les gens sont dans un wagon et ils circulent sur cette ligne pointillée rouge, mais finalement, est-ce à nous, formateurs, de décider où on veut qu'ils soient ou est-ce à eux de se promener là où ça prend du sens et là où c'est intéressant pour eux? On vous remercie pour votre attention et on est bien sûr ouvert aux questions. Et c'est là que le gardien du temps reprend la parole. Voilà, merci Christophe et Laurent. Bien sûr, comme d'habitude, vous n'avez pas réussi à tenir le temps. Vous pouvez arrêter le partage d'écran et arrêter le donner la partage. parole au public. Voilà.